Que faudrait-il mener comme action pour éradiquer la violence à l'école? Alors, la question de la violence à l'école est une question extrêmement importante. Évidemment, il ne faut pas la sous-estimer, cette violence, mais il ne faut pas non plus l'exagérer. Elle existe et ce qui est grave, c'est qu'elle est en train de se développer et cette violence touche autant les filles que les garçons. Alors, la première question, c'est comment l'analyser. Nous l'analysons comme la manifestation des difficultés de l'école, de la société au sein de l'école. C'est-à-dire que l'école n'est pas en dehors de la société. Et toutes les déviances que nous observons dans notre société, dans les quartiers, eh bien, se retrouvent évidemment à l'école. Et je crois qu'il faut à la fois avoir une focalisation sur l'école en tant que telle, mais aussi sur la société. L'une des réponses que j'avais osé quand j'étais conseiller général, c'était en 2005, j'avais proposé un projet qui s'appelle Projet éducatif, école, famille, quartier. C'est le premier concept qu'en tant que Martiniquais, nous avions inventé et mis en place et que nous avons expérimenté à l'échelle des collèges. Pourquoi à l'échelle des collèges? Parce que simplement, le conseil général s'occupe principalement des collèges, la région des lycées et les communes des écoles primaires. Et on a expérimenté cette action qui consistait, lorsque nous avons un enfant en difficulté qui entre à l'école, il faut d'abord l'identifier. À partir du moment où on l'a identifié, on a vu la nature du problème ou des problèmes qu'il rencontre, c'est l'accompagner sur un triple plan. D'abord, l'accompagner en tant que personne. Ça veut dire soutien psychologique, ça veut dire aussi soutien scolaire. Ça, c'est le premier niveau. Il faut l'entendre, l'écouter, le prendre en charge. Le deuxième niveau, c'est la famille. Parce que souvent, les difficultés que nous rencontrons dans la vie sont souvent liées à des considérations familiales. Pas seulement, mais souvent. Et il faut aider les familles, donc faire ce qu'on appelle de la médiation familiale. Et puis le troisième niveau, c'est le quartier. Si dans un quartier, les jeunes sont laissés à l'abandon, les familles sont laissées à l'abandon, qu'il n'y a pas de prise en charge réellement pour essayer de régler les difficultés des uns et des autres, eh bien, nous aurons les manifestations de cette violence à l'école. Eh bien, ce projet que j'avais proposé, qui a été expérimenté dans environ 7 collèges, a donné des résultats et d'après ce qui m'a été dit, a obtenu environ 90% de taux de réussite, ce qui est énorme. Je rappelle que tous les autres dispositifs qui se trouvent dans l'école martiniquaise sont des dispositifs qui viennent de la France. Là, c'est un dispositif que nous avons mis en place en Martinique, que nous avons inventé pour la Martinique et que nous avons affiné évidemment avec le personnel du Conseil général qui s'occupe de questions d'éducation. Et actuellement, le Conseil général est en train de généraliser cette initiative que nous avons prise depuis 2005 et qui a donné des résultats. Ça, c'est une première réponse. Mais sur les collèges? Au niveau des collèges. Mais les collèges. Pouvez-vous citer les collèges, s'il vous plaît? Il y avait par exemple le collège de la Ménard, il y avait un collège de Sainte-Marie, il y avait un collège du Lamentin, donc un certain nombre de collèges comme ça qui servaient de lieu d'expérimentation. Et cela a donné des résultats. Mais évidemment, pour qu'un projet de cette nature soit efficace, il faudrait qu'il soit mis en place dès l'école primaire. C'est-à-dire que plus on identifie tôt les dérives, plus on est capable de les prendre en charge, de les gérer et d'y trouver une solution. Donc, mais au-delà de ce dispositif, je crois que les politiques de la famille sont des politiques très importantes. Or, il y a une difficulté dans la famille en Martinique. Ce n'est pas pour jeter l'anathème sur quiconque, ce n'est pas cela, mais il y a des moments où la société est en crise et notre société est une société qui est en crise et je crois qu'il faut un accompagnement important pour les familles. Et puis nous savons aussi que ce qui globalement génère la violence, c'est à la fois l'état de délabrement global du pays. Lorsque vous avez sur 100 jeunes qui ont moins de 30 ans, vous avez 62 qui ne travaillent pas, eh bien, on peut s'attendre à toutes sortes de dérives. Le chômage ne justifie pas les dérives, mais il les favorise. Surtout quand on est déjà sur un tissu social et familial qui est en difficulté. Et c'est une question importante. La question du développement est au centre aussi du combat contre les violences. Et je veux évoquer un dernier point qui, de mon point de vue, est une question extrêmement importante. C'est tout ce qui a trait à la drogue dans notre pays. La drogue qui
dont le trafic s'est développé sur un tissu déjà fragile, a renforcé et ce climat est délétère que nous dénonçons tous. Et il faut l'attaquer en termes de prévention, en termes de répression aussi, sur la question du trafic de drogue, et puis aussi en termes, je crois, d'éducation à la base des enfants sur cette question qui, de mon point de vue, est une question évidemment essentielle. Comment verrez-vous la réforme de l'école primaire, collège et des lycées? Alors, il y a toujours toutes sortes de débats sur ces questions. Chaque ministre qui arrive veut innover. Moi, j'essaie d'identifier d'abord les problèmes de l'école martiniquaise. Le problème de l'école martiniquaise, c'est l'échec scolaire massif. Des retards dans l'acquisition d'un certain nombre de concepts, des retards au niveau des acquisitions mathématiques et dans d'autres domaines. Et je crois que c'est là qu'il faut cibler notre action. Et moi, je parle de la réforme du point de vue de la capacité, de la possibilité, de la volonté de réunir les conditions pour la réussite scolaire de nos enfants. Je crois qu'il y a beaucoup trop d'échecs scolaires et à mon avis, c'est cela qu'il faut prendre en charge, notamment au niveau de l'école primaire et du collège. Une fois que nous avons cette capacité d'accompagner comme il faut les élèves, en prenant en considération les critères sociaux, les critères d'origine qui interviennent, parce que il faut être clair, les disparités sociales que l'on observe dans la société martiniquaise, les inégalités que l'on observe dans la société martiniquaise ont un impact sur aussi les inégalités que nous observons en termes de réussite. Et je crois, et c'était d'ailleurs l'un des objectifs du projet éducatif École Famille, c'était justement de casser ces inégalités et dont l'école est l'un des reflets. Et je crois que c'est sur cela qu'il faut mettre l'accent, c'est-à-dire que pour que tout le monde ait la même chance, il faut, au-delà des zones qu'on a mis en place, des zones prioritaires, il faut des actions et des moyens massifs en termes d'accompagnement pour pouvoir permettre cette réussite. Or, ce qu'on observe depuis un certain nombre de temps, c'est que les moyens dont nous disposions avant sont en train de devenir de plus en plus rares. Alors, le président a parlé de la refondation de l'école, mais cela fait un moment que nous en parlons. Ce que nous disons, c'est qu'il y a actuellement une rupture dans le contrat éducatif en Martinique. En Martinique, par le passé, il y avait un contrat éducatif tacite. Vous allez à l'école, vous réussissez plus ou moins bien et vous parvenez à trouver une place dans la société. Aujourd'hui, ce contrat éducatif tacite, même si personne ne l'avait signé formellement, est un contrat qui est rompu. Il y a une perte de confiance dans l'école, il y a une perte de confiance dans la capacité de l'école d'insérer les individus, et je crois qu'il est extrêmement urgent de repenser cette école. Alors, c'est vrai qu'il y a actuellement une initiative de refondation à l'échelle de la France où on demande aux enseignants et aux acteurs du système éducatif en Martinique de faire rapidement un certain nombre de projets. Je pense que la démarche doit venir d'abord de nous, c'est-à-dire que les Martiniquais, les familles martiniquaises, les élèves eux-mêmes, les associations de parents d'élèves, les professeurs, les syndicats doivent réfléchir pour essayer de définir ce que pourrait être le contrat éducatif des Martiniquais pour l'école martiniquaise. Alors je sais que déjà, les parents d'élèves réfléchissent à ces questions et ont des propositions extrêmement pertinentes. Les syndicats comme l'UGTM, la CSTM et d'autres encore y réfléchissent. Et je pense que nous devons créer les conditions pour que nous prenions le temps d'élaborer une alternative que nous pourrons par la suite, puisque nous sommes dans le système français, proposer à l'État français. Mais je pense que c'est un enjeu essentiel. C'est un enjeu pour les questions de violence parce qu'on se rend compte que souvent, les jeunes qui sont en difficulté d'insertion sont souvent, pas toujours, pas systématiquement, pas à 100%, mais sont souvent des jeunes qui sont en situation d'échec scolaire. Et permettre la réussite scolaire, c'est permettre la réussite sociale. Mais évidemment, il faut que tout cela soit mis en relation et que la dimension développement entre en ligne de compte dans les réformes que nous pouvons mener au niveau de l'école en général. Comment rendre plus performant notre université? Alors, l'université martiniquaise a d'excellents professeurs et je crois après que ce qu'il convient
de faire, c'est dans le prolongement de ce qu'on aura fait au niveau des collèges et des lycées, c'est-à-dire rechercher l'excellence. Rechercher l'excellence. Mais l'une des difficultés que nous avons, c'est d'essayer d'avoir le plus de possibilités. Or, aujourd'hui, à l'université, les possibilités d'orientation sont extrêmement limitées. Bon, il y a l'université de lettres et sciences économiques, droit. Je pense qu'il faut ouvrir un spectre plus large. Alors, comment s'articule le fonctionnement entre la Guadeloupe et la Guyane, et la Guadeloupe et la Martinique? Tout cela pose un certain nombre de difficultés, mais je crois qu'il faut aussi que l'université soit plus en lien avec les exigences de développement de la Martinique, parce que je considère que le grand défi que nous avons aujourd'hui, parce que le défi identitaire, nous ne l'avons pas gagné, mais nous pouvons dire que nous avons considérablement avancé dans ce domaine durant les 30 dernières années. Le défi essentiel est le défi du développement, et l'université doit jouer un rôle essentiel à la fois dans la formation des hommes, et que cette formation soit la plus diversifiée possible, mais aussi dans la recherche, dans l'accompagnement, la recherche fondamentale, l'accompagnement. Je crois que le rôle de l'université doit s'articuler autour de ces exigences, de ces objectifs-là. Vous qui avez été dans l'opposition municipale à Fort-de-France, quels sont les secteurs essentiels que vous mettrez plus particulièrement l'accent? Alors, c'est vrai que j'ai été conseiller municipal de Fort-de-France dans l'opposition. À l'époque, j'avais 34 ans, j'avais conduit une liste contre Césaire, qui était à l'époque maire de Fort-de-France. Et nous avions eu un certain nombre d'élus, nous étions sortis en seconde position sur un ensemble de listes. Et je crois que ce qu'il faut revoir à Fort-de-France, je pense qu'il faut revoir la totalité de la politique de la municipalité. Je crois qu'il faut accorder beaucoup d'importance au quartier. C'est d'ailleurs une des raisons qui explique que nous avions une liste qui s'appelait justement que nos quartiers prennent la parole. Il y avait à travers ça une volonté de démocratie, mais pas une volonté de démocratie d'information. C'est-à-dire que vous avez un projet, vous venez l'exposer aux gens et vous leur dites, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne conçois pas la démocratie ainsi. La démocratie, pour moi, se déroule de manière différente. On définit une question qui préoccupe la population. Avec la population, on définit les pistes. Après, les services techniques peuvent améliorer, approfondir, et après, on revient au peuple. Mais il ne s'agit pas simplement avec un projet ficelé et de dire aux gens, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça, ce n'est pas une démocratie qui fonctionne. De même que les conseils de quartier qui ont été mis en place à Fort-de-France ne sont pas de véritables organes de démocratie. Ce sont simplement des espèces de représentation des balisiers PPM. Ce ne sont pas véritablement des structures démocratiques. Or, nous voulons que les conseils de quartier à Fort-de-France soient des structures démocratiques. Donc la question de la démocratie est une question essentielle. Je prends un exemple très simple. Lorsqu'une association demande une aide à Fort-de-France, l'aide accordée à cette association est proportionnelle au niveau d'adhésion politique de cette association à la municipalité PPM de Fort-de-France. Cela est inadmissible. Mon point de vue est le suivant. À partir du moment où une association qui se développe en toute légalité, à partir du moment où cette association développe une activité qui permet d'aider à encadrer les jeunes, les personnes âgées, la population, qui nous permet d'aller de l'avant, quelle que soit son orientation politique, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Pour moi, l'intérêt, c'est que cela serve la population. Et je crois qu'il faut dépolitiser l'aide aux associations, c'est extrêmement important. La seconde chose, c'est lorsqu'on regarde le niveau d'endettement de la ville de Fort-de-France, Fort-de-France est la 14e ville la plus endettée de l'ensemble français. Alors évidemment, il faut prendre avec des pincettes cette comparaison, dans la mesure où une ville française et de Français de Navarre, de l'Hexagone, n'est pas une commune, une ville martiniquaise. Il y a des différences de développement, de structure industrielle, etc. Mais néanmoins, il y a entre 2004, c'est-à-dire Serge Letchimy devient maire de Fort-de-France en 2001, et il part à la région en 2010. Entre 2004, au moment où il était maire de Fort-de-France, et 2010, qu'est-ce que la Chambre régionale des comptes nous dit dans un rapport qu'il a
et commis en 2011, c'est que l'endettement de Fort-de-France a explosé entre 2004 et 2010. À savoir qu'aujourd'hui, eh bien, la dette par habitant et par an est de plus de 2340 euros. Et il y a environ 320 millions de dettes sur l'ensemble de Fort-de-France. Et ce sont des dettes qui courent sur 10-20 ans. Donc c'est extrêmement grave. Et comment ça se traduit? Eh bien, pour essayer de renflouer les caisses, qu'est-ce que la mairie fait? La qualité des services au quartier diminue et en même temps, les impôts augmentent. C'est-à-dire qu'on paie de plus en plus cher pour des services de moins en moins et de qualité. C'est ça la réalité à Fort-de-France. Et je crois que ça, il faudra le changer. Puis, il y a un point qui est essentiel de mon point de vue, c'est toute la politique que nous pouvons mener au niveau de la jeunesse. Quand je regarde que les jeunes de Sainte-Thérèse, lorsqu'ils ont appris qu'une fameuse boutique, une épicerie allait fermer, cette épicerie allait fermer, non pas par la volonté du préfet, mais parce que cette épicerie avait été signalée par la mairie à la préfecture. Donc la préfecture a pris le relais. Et je crois que cela montre bien qu'il n'y a pas un véritable accompagnement parce qu'on aurait pu simplement voir cet épicier, discuter avec lui, régler ce qu'il convient de régler, lui permettre au contraire de se développer parce que c'était une épicerie qui aidait à structurer le quartier. Et bien c'est tout cela qu'il nous faudra changer. Et l'équipe que nous sommes en train de constituer aujourd'hui pour changer Fort-de-France, parce qu'il faut que ça change, eh bien c'est sur toutes ces questions de politique envers la jeunesse, de politique de développement, de politique des quartiers, de politique aussi fiscale. Et nous sommes en train de réfléchir sur toutes ces questions. Nous avons un certain nombre de propositions que nous affinons et nous sommes évidemment prêts pour les élections municipales de 2014. Quels sont vos points de désaccord avec la politique de Serge Letchimy à la région, vous qui êtes conseiller régional? Alors je crois que nous avons de très nombreux désaccords. De très nombreux désaccords, non pas des désaccords politiciens, moi ça ne m'intéresse pas, mais il y a plusieurs types de désaccords. D'abord, la gestion du conseil régional. Je crois que Serge Letchimy, malheureusement, est le président de région qui a la gestion la plus autocratique du conseil régional. On n'avait jamais vu ça. Je crois que c'est quelqu'un qui cherche véritablement à étouffer l'opposition et on voit que chaque plénière du conseil régional eh bien, se caractérise par un flot d'injures vis-à-vis de l'opposition. Si ce ne sont pas des bras d'honneur de la première vice-présidente, il y a cette atmosphère absolument insupportable que les Martiniquais supportent de moins en moins. Et je crois d'ailleurs que c'est l'un des facteurs pouvant expliquer cette désaffection très rapide de la population vis-à-vis de cette équipe qui se caractérise par beaucoup d'arrogance et beaucoup de mépris, comme si la vérité était détenue par cette seule équipe. Et je veux simplement dire une chose qui m'inquiète dans ce pays. Lorsque je vois aujourd'hui ceux qui sont à la direction de la région attribuer aux bâtiments publics et aux salles du conseil régional des noms qui sont uniquement les noms des dirigeants du PPM, je m'interroge. Je me dis, s'il n'y a pas dans ce pays, en dehors du PPM, des gens de très grande qualité. Or, il y en a, mais on les oublie, on ne promotionne que ceux qui étaient au sein du PPM. Et je crois que c'est grave. C'est un peu de cette manière que l'ancien régime de Ben Ali fonctionnait en Tunisie. Alors certains penseront que j'exagère, mais toute proportion gardée, c'est exactement la même situation, l'autocratisme, on met la main sur tout et on fait ce qu'on veut. La seconde chose, ce sont les promesses. Pourriez-vous donner des exemples? L'exemple, c'est la salle. Je ne comprends pas pourquoi la salle de la plénière du conseil régional soit appelée salle Camille Dartier, parce que ça n'a pas été le premier président de région. Et d'autre part, je crois qu'il aurait pu y avoir d'autres fois. Ce n'est pas parce qu'on est au pouvoir qu'on doit utiliser sa position de pouvoir pour, disons, et asséner à la population les vues, les orientations et les noms de ces dirigeants. Je n'ai rien contre Camille Dartier, mais je pense qu'en matière de gestion de la chose publique, il faut faire preuve d'humilité, il faut faire attention à la manière dont on utilise le pouvoir. Or, le PPM aujourd'hui utilise le pouvoir de manière totalement abusive. On a déjà signalé cette période, puisque vous voulez un exemple, d'ouverture des courriers de l'opposition. Ça ne se faisait nulle part. Mais ça s'est fait à Fort-de-France et il a fallu qu'on fasse
référé au tribunal administratif pour mettre fin à ce type de fonctionnement. Je crois que Serge Letchimy manque de hauteur de vue, manque de sagesse, manque de distance et qu'il est le principal animateur des polémiques permanentes que nous avons au Conseil régional. La seconde chose, ce sont les promesses qui ne sont pas tenues. Vous vous rappelez ces promesses de 5 000 emplois en 2 ans. Or, la situation économique que nous avons aujourd'hui montre l'augmentation constante du chômage. Les 2 plans de relance proposés par la région n'ont donné aucun résultat significatif. Alors, je peux comprendre qu'une équipe travaille, fasse des propositions, les mette en application, et il est possible, parce que c'est humain, c'est de l'ordre de l'humain, il est possible que ces propositions n'aboutissent pas, parce que le contexte économique a changé. Effectivement, le contexte économique a changé, nous sommes entrés dans une période de crise. Mais ce qui est plus grave, ce n'est pas seulement l'échec, c'est le refus d'admettre l'échec, alors qu'aujourd'hui, tous les indicateurs économiques, tous les organismes, l'INSEE, l'IEDOM, mais aussi les chefs d'entreprise, petits ou grands, disent que la situation est catastrophique et le président de région dit non, que tout est parfait, que tout va bien. Je crois qu'il y a là un véritable problème, un problème de management, bien entendu, mais un problème aussi du rapport que le responsable doit avoir avec la réalité. Quand ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas et proposer des alternatives. Telle n'est pas la position du président de région. Il y a une espèce de déni de réalité qui, en définitive, aboutira à renforcer les difficultés de la région et au-delà les difficultés de la Martinique. Et au-delà de tout cela, et ma grande crainte quand j'analyse le fonctionnement de cette équipe, c'est que cette équipe soit finalement, en définitive, une équipe incompétente qui a fait beaucoup de propositions, beaucoup de promesses, qui s'est gargarisée de toutes sortes de réussites et que finalement, quand on observe le résultat de ce qui a été mis en place, eh bien, je crois qu'il y a beaucoup d'incompétence, beaucoup d'amateurisme et en même temps une incapacité à se remettre en question. Que préconisez-vous pour réduire le chômage chez nous? Alors, le chômage en Martinique est un chômage structurel, c'est-à-dire que c'est les structures de développement économique d'aujourd'hui qui génèrent ce chômage. Parce que l'économie est fondée sur quoi? Sur l'import-export, essentiellement. Et il n'y a pas une volonté suffisante de développer la force productive. Donc, il y a plusieurs étapes. La première étape, pour nous, c'est la mise au travail le plus rapide des jeunes. Et il faudrait non pas 5 000 emplois, il faudrait 20 000 emplois aujourd'hui pour pouvoir permettre à nos jeunes d'avoir une activité. Alors évidemment, on ne pourra pas les créer ces 20 000 emplois tout de suite. Ce qui est clair, c'est que les contrats d'avenir et les contrats de génération proposés par le gouvernement socialiste, ces 2 contrats permettront de régler à la marge un certain nombre de difficultés, mais pas totalement. Et je crois qu'il faut véritablement un pacte contre le chômage où tout le monde s'engage, à la fois l'État français, puisque nous dépendons de l'État français, les collectivités, les entreprises du privé comme du public. Et en même temps, il faut que les jeunes aient cette volonté. Il faut mettre tout cela en relation avec l'école, ce qui nous permettrait, avec un accompagnement des collectivités et des entreprises, de prendre un certain nombre de jeunes, mais avec comme objectif de les former suffisamment et de pérenniser les emplois. J'avais fait une proposition similaire pendant les législatives. Cela peut nous permettre de créer un certain nombre d'emplois. Mais en même temps, il ne faut pas se cacher la vérité. La vérité, c'est qu'il faut une mutation de l'économie martiniquaise. Si cette économie ne change pas, si nous sommes en permanence dans l'import-export, bien nous ne parviendrons pas à développer ce pays. Si nous devons avoir une discussion sérieuse avec les socialistes, ce serait qu'ils nous accompagnent sur un développement martiniquais, que j'appelle un développement national, un développement martiniquais, qui permettent à la fois de développer la production agricole, l'artisanat, mais qui nous permettent aussi d'aller sur des secteurs beaucoup plus pointus, par exemple l'informatique, etc. Je crois que c'est dans cette direction que nous devons aller, de sorte que notre économie ne soit pas simplement une résurgence de l'économie coloniale, mais ce serait une économie moderne, et cela passe aussi, évidemment, par la mise en place d'un certain nombre d'instituts de formation. Je crois que la Martinique a la capacité de se développer, mais il faut sortir du développement colonial qui est un non-développement
et faire en sorte que notre économie soit en adéquation avec les besoins du monde tel qu'il s'exprime aujourd'hui. Quel est votre modèle économique? Alors, l'expérience politique, puisque je me suis engagé très tôt, dès l'âge de 16 ans, j'ai vu un certain nombre de choses qui se faisaient à la fois en Europe et dans la Caraïbe, à Barbade, et à Cuba et ailleurs. Et l'expérience que je tire de tout cela, c'est qu'il n'y a pas un modèle qui s'impose à d'autres. Chaque peuple doit imaginer un modèle, doit essayer, à partir de son histoire, de son comportement, de ses racines, de sa sociologie, doit imaginer un modèle qui corresponde donc à ce parcours historique et sociologique, mais qui en même temps s'intègre au monde. Et je crois que c'est ce modèle que nous devons définir. Souvent, je dis que le modèle économique en place a atteint l'impasse. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus aller nulle part avec ce modèle économique. Je crois que cette thèse est actuellement reconnue par tous, y compris par nos anciens détracteurs. Ceci étant, il faut inventer ce modèle et dire quelles sont les caractéristiques essentielles de ce modèle. Et je crois qu'en Martinique, l'un des traits essentiels que ce nouveau modèle doit avoir, c'est tout ce qui est, disons, économie de l'intelligence, économie de la matière grise, parce que nous avons des hommes formés, nous avons des femmes formées, nous avons donc les moyens, par exemple dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de la recherche et dans toute une série de domaines, de faire des avancées, de mettre en place un certain nombre de structures. Je prends un exemple très simple, par exemple le PARM qui avait été mis en place par Alfred Marie-Jeanne à la région, dans tout ce qui concerne le développement agricole, la recherche, la transformation des produits, ça c'est extrêmement important, mais je crois que nous devons aller dans cette direction. Je ne crois pas dans l'industrie touristique. Je pense qu'il faut une industrie touristique, mais pas celle qui est actuellement développée, qui ne conduit absolument à rien, mais ce ne sera pas la locomotive de notre développement. Y a-t-il une différence entre le mime et le palima? Bien sûr, il y a une différence entre le mime et le palima, sinon il y aurait eu un mime ou un palima, tout le monde se serait retrouvé dans la même organisation. Il y a des points de convergence, ce sont des organisations nationales qui se battent pour l'émancipation du peuple martiniquais, qui se battent aussi pour l'émancipation sociale, mais je crois aussi qu'il y a des contingences historiques qui ont conduit à la création du palima, et sur une certaine manière de fonctionner, sur peut-être une certaine préoccupation qui sont plus importantes chez nous et qui font la différence entre les deux organisations. Mais je crois qu'en même temps qu'il y a aujourd'hui ce front que nous essayons de mettre en place, ce front MIME, CNCP, Modemas, Palima, et au-delà, voir aussi avec le PCM et le RDM ce que nous pouvons faire ensemble pour faire avancer la Martinique.